Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Donc, nous allons essayer de continuer toujours dans le domaine des troubles hydroélectrolytiques. Donc, on va essayer d'aborder aujourd'hui la troisième partie, à savoir la déshydratation. Donc, la déshydratation qui est un trouble hydroélectrolytique. Donc, la définition de la déshydratation. Alors, la déshydratation est définie comme une perte en eau pouvant ou non s'accompagner d'une fuite d'électrolytes. Dans ce cas, l'électrolyte le plus important, c'est le sodium. C'est le sodium. Donc, on va parler de déshydratation lorsqu'on a des pertes. Cette perte, elle peut intéresser l'eau, le sodium, donc soit de l'eau pure, soit du sodium, soit les deux en même temps. Mais généralement, lorsqu'il y a une perte en eau pure, la perte de sodium est toujours suivie d'eau. D'accord? Toujours suivie d'eau. Et donc, selon la proportion au sodium, on va définir différents types de déshydratation. On va définir différents types de déshydratation. D'accord? Donc, la classification suivante peut alors être établie. Donc, on va essayer de voir quels sont les différents types de déshydratation, ou bien la classification des déshydratations. Première classification, c'est ce qu'on appelle la déshydratation isotonique. La déshydratation isotonique. Déshydratation isotonique. Alors, lors de la déshydratation isotonique, les pertes vont être équivalents. Ça veut dire que la même quantité d'eau et la même quantité de sodium vont être perdues au niveau des pertes. D'accord? Ça veut dire eau égale sodium. On aura comme conséquence que le milieu extracellulaire va rester toujours isotonique par rapport au milieu intracellulaire. Pourquoi? Parce qu'on a eu une perte d'autant d'eau que de sodium. Ça veut dire que les proportions sont les mêmes. Et donc, l'osmolarité du milieu extracellulaire ne va pas être touchée. Il va ni augmenter ni diminuer. Et là, on va parler de déshydratation isotonique. Pourquoi? Parce que le milieu extracellulaire est toujours isotonique. Toujours isotonique par rapport à quoi? Par rapport au milieu intracellulaire. Donc, comme conséquence aussi, pas de mouvement liquidien entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. Donc, pas de mouvement liquidien entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. Donc, pas de mouvement ni de sortie, ni de rentrée d'eau au niveau des cellules, ni au niveau du milieu extracellulaire. Je vais essayer d'expliquer ce phénomène avec une schématisation, donc ce qui va permettre une bonne compréhension du phénomène. Donc, imaginons que nous avons donc les deux secteurs. Donc, le secteur extracellulaire, le secteur intracellulaire. Donc, le secteur extracellulaire, donc, il va contenir du sodium et l'eau. D'accord? Le secteur intracellulaire, c'est sodium et eau. D'accord? Avec une proportion physiologiquement, le sodium qui est nettement supérieur par rapport au sodium au niveau intracellulaire. Donc, rappelez-vous des rappels physiologiques. Donc, le sodium
est plus présent au niveau du secteur extracellulaire qu'au niveau du secteur intracellulaire. D'accord? Donc, en cas de perte isotonique, qu'est-ce que ça veut dire isotonique? Isotonique, ça veut dire que nous allons avoir une perte eau égale au sodium. D'accord? Donc, c'est la même quantité de sodium et d'eau qui va être excrétée en dehors. Nous allons voir par la suite quelles sont les différentes causes qui peuvent entraîner ces pertes, hein, telles que les vomissements, les diarrhées, et ainsi de suite. On va essayer de détailler chaque cas. Mais, grosso modo, donc, le sodium et l'eau, dans le premier cas, donc dans l'isotonique, l'eau et le sodium sont perdus, des pertes, en proportion égale, c'est-à-dire autant d'eau que de sodium. Donc, à l'intérieur du secteur extracellulaire, la proportion sodium-eau va être constante. Et c'est pour cette raison qu'on dit que le secteur extracellulaire est isotonique par rapport au milieu intracellulaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de changement. Le seul changement, c'est la perte de volume au niveau du secteur extracellulaire. Hein? Perte de volume au niveau du secteur extracellulaire. Donc, nous aurons, lors d'une déshydratation isotonique, nous n'aurons pas un mouvement liquidien ni du secteur extracellulaire vers le secteur intracellulaire, ni l'inverse, ni du secteur intracellulaire vers le secteur extracellulaire. Pas de mouvement lors d'isotonicité. Ça, il faut l'apprendre. Pas de mouvement lors d'isotonicité. Donc, le seul problème qui peut être observé lors d'une déshydratation isotonique, c'est la perte du volume du secteur extracellulaire uniquement. D'accord? Secteur extracellulaire uniquement. Et c'est pour cette raison que nous allons parler donc des pertes qui sont uniquement extracellulaires. Les pertes sont uniquement extracellulaires, hein, on le remarque ici. Et là, on va parler d'un type de déshydratation, c'est la déshydratation extracellulaire stricte. Pourquoi on a dit déshydratation extracellulaire stricte? Parce qu'on a vu que la déshydratation va intéresser uniquement la partie extracellulaire ou le secteur extracellulaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire comme conclusion? Déshydratation isotonique égale déshydratation extracellulaire stricte. D'accord? Donc, déshydratation isotonique, c'est une déshydratation extracellulaire stricte. Extracellulaire stricte. Ça, donc, c'est le premier phénomène ou la première classification de ces déshydratations. La deuxième classification, c'est ce qu'on appelle la déshydratation hyponatrémique ou hypotonique. D'accord? La déshydratation hyponatrémique ou hypotonique. Pourquoi on a parlé de hyponatrémique? Natrémique, ça veut dire en relation avec le sodium. Et on va voir que toutes les déshydratations en général sont intimement liées au cation sodium. Parce que c'est lui qui est responsable de l'osmolalité du milieu extracellulaire. Hein? Vous rappelez des rappels physiologiques. D'accord? Donc, déshydratation hyponatrémique ou hypotonique. Donc, dans ce cas, les pertes vont être constituées par une proportion de sodium qui est supérieure à l'eau. C'est-à-dire que lors d'une déshydratation hyponatrémique ou hypotonique, l'organisme va perdre plus de sodium que d'eau. Plus de sodium que d'eau.
D'accord? Plus de sodium que d'eau. D'accord? Plus de sodium que d'eau. D'accord? Donc, le secteur extracellulaire deviendra automatiquement hypotonique par rapport au secteur intracellulaire parce qu'il le contient moins de sodium. Les rappels physiologiques. Hein? C'est pour cette raison que j'ai commencé par les rappels physiologiques pour faire incruster ces notions qui sont très très importantes. Vous vous souvenez que moins de sodium, moins de pression osmotique, et donc le milieu devient hypoosmotique ou hypotonique. Hypotonique. Qu'est-ce qu'on aura comme conséquence? C'est passage de l'eau du secteur extracellulaire vers le secteur intracellulaire. Donc si on revient à notre fameux schéma des deux compartiments, donc dans le cas d'une déshydratation hypotonique, d'accord? Hypotonique, qu'est-ce qu'on aura? On aura au niveau du secteur extracellulaire une sortie avec des proportions sodium supérieures à l'eau. D'accord? Voilà. Donc sodium, ça c'est les pertes. Ça, c'est les pertes. Donc, sodium supérieur à l'eau. Au niveau du secteur extracellulaire, qu'est-ce qui va persister? On aura, donc, sodium inférieur à l'eau. Donc, on aura moins de sodium et d'eau par rapport au secteur intracellulaire. Donc, le secteur extracellulaire devient hypotonique. Et vous vous rappelez du phénomène d'osmose qui parle ou qui dit, la loi de l'osmose qui dit, lorsque nous avons deux compartiments séparés par une membrane, l'eau va du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura passage d'eau du milieu du secteur extracellulaire vers le secteur intracellulaire. D'accord? Donc, hypotonique, la tonicité va diminuer, l'osmolarité va diminuer, moins osmolaire vers le plus osmolaire. Et qu'est-ce qu'on aura? On aura rentrée d'eau du secteur extracellulaire vers le secteur intracellulaire. D'accord? Secteur intracellulaire. Quelles sont les conséquences de cette rentrée d'eau vers le secteur intracellulaire? Très très simple. Donc, nous allons avoir une déshydratation extracellulaire associée avec une hyperhydratation cellulaire. Et là, on va parler d'œdème cellulaire, qui va être responsable de beaucoup de problèmes, entre autres les signes neurologiques caractéristiques des déshydratations hypotoniques ou hyponatrémiques. D'accord? Hyponatrémique. Passons maintenant à la troisième notion. Passons à la troisième notion qui est la déshydratation hypernatrémique ou hypertonique. Donc, déshydratation hypernatrémique ou hypertonique. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on aura? Les pertes sont caractérisées par une quantité d'eau supérieure à la quantité de sodium. L'eau est supérieure dans les pertes, l'eau est supérieure au sodium. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? On aura le secteur extracellulaire qui devient hypertonique. Pourquoi? Parce qu'il contient beaucoup de sodium et donc plus de sodium, plus d'osmolarité, plus de pression osmolaire
Et comme conséquence, qu'est-ce qu'on aura? On va le voir dans notre fameux schéma des compartiments. Donc, déshydratation hypertonique. Hein? Qu'est-ce qu'on aura? On aura donc sortie avec des pertes. Alors, les pertes sont caractérisées par quoi? Donc, l'eau supérieure au sodium dans les pertes. Donc, ce qui reste au niveau du secteur extracellulaire, donc sodium supérieur à l'eau, donc hyperosmolarité par rapport au secteur intracellulaire qui est en hypoosmolarité. D'accord? Donc, phénomène toujours d'osmose, passage d'eau du secteur intracellulaire vers le secteur extracellulaire. L'eau. Secteur intracellulaire vers le secteur extracellulaire. Qu'est-ce qu'il va y avoir donc comme conséquence? Très simple. Passage d'eau du secteur intracellulaire vers le secteur extracellulaire. D'accord? Ce qui va nous donner comme trouble une déshydratation intra- et extracellulaire, les deux. Une déshydratation intra- et extracellulaire. C'est ce qu'on appelle communément la déshydratation globale. La déshydratation globale. Voilà donc les trois phénomènes physiopathologiques qui entraînent une perte d'eau au niveau de l'organisme, et caractéristiques des phénomènes de déshydratation. Donc, selon les phénomènes physiopathologiques, nous aurons généralement trois types de grande déshydratation. D'accord? Trois types de grande déshydratation sur le plan clinique. Donc, sur le plan physiopathologique, mécanisme, déshydratation isotonique, hypotonique et hypertonique. Sur le plan clinique, on va parler plus de trois grandes déshydratations. Donc, à savoir, la première, c'est la déshydratation ou les déshydratations extracellulaires. Donc, ça va définir trois types essentiels sur le plan clinique de déshydratation. Donc, la première, c'est les déshydratations extracellulaires. Donc, les déshydratations extracellulaires. Par quoi se caractérisent les déshydratations extracellulaires? Par une perte en eau du secteur extracellulaire sans réduction de la taille du secteur intracellulaire. Donc, on avait dit que les déshydratations extracellulaires n'intéressaient que le secteur extracellulaire, sans modification de la taille du secteur intracellulaire, sans la réduction. Ça, c'est très important, parce que nous allons voir qu'il y a des pertes en eau du secteur extracellulaire avec une augmentation de la taille du secteur intracellulaire. C'est ce qu'on appelle une déshydratation extracellulaire associée avec une hyperhydratation cellulaire. Donc, les déshydratations extracellulaires se caractérisent par une perte en eau du secteur extracellulaire sans réduction. Donc, ça veut dire sans diminution. بلا ما تنقص. تقدر تزيد mais ما تنقصش. D'accord? Réduction de la taille du secteur intracellulaire. Donc, elles font suite à quoi? Sur le plan physiopathologique, sur le plan mécanisme. Elles font suite soit à une déshydratation isotonique, soit à une déshydratation hypotonique.
d'accord, déshydratation isotonique, soit une déshydratation hypotonique. Si nous avons une déshydratation isotonique, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que le secteur extracellulaire va être intéressé par la perte sans le secteur extracellulaire, sans réduction du secteur extracellulaire. Et lors d'hypotonicité, qu'est-ce qu'on avait? On avait une sortie de l'eau du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Et donc, qu'est-ce qu'on avait? On aurait une déshydratation extracellulaire, hein, avec une hyperhydratation du secteur intracellulaire. Donc, ce qu'il faut retenir, je cherche les feuilles, ce qu'il faut retenir. Alors, on retient une déshydratation extracellulaire égale déshydratation isotonique ou déshydratation hypotonique. D'accord? Donc, qui dit déshydratation isotonique ou déshydratation hypotonique, on parle d'une déshydratation extracellulaire. D'accord? Ça, c'est le premier, c'est les déshydratations extracellulaires. Le deuxième genre, toujours sur le plan clinique, d'accord? Donc, deuxième type, toujours dans la classification clinique, c'est les déshydratations. C'est les déshydratations intracellulaires. Les déshydratations intracellulaires. Alors, c'est quoi les déshydratations intracellulaires? Donc, c'est la diminution de la quantité d'eau dans les cellules. Donc, ça intéresse maintenant le secteur intracellulaire. Donc, c'est la diminution de la quantité d'eau contenue dans les cellules sans réduction de l'eau extracellulaire. D'accord? Sans réduction de l'eau extracellulaire. Ça veut dire que c'est des phénomènes qui vont intéresser uniquement le milieu intracellulaire. Et donc, elles font suite à quel phénomène physiopathologique d'hyperosmolarité et d'hypoosmolarité? Elles sont donc pour origine une hyperosmolarité du secteur extracellulaire sans, et là c'est, j'attire votre attention, là, il faut rajouter ça, c'est très important. Donc, une hyperosmolarité du secteur extracellulaire sans baisse de son volume. Ça veut dire qu'il n'y a pas de perte du secteur extracellulaire. Il n'y a pas de perte au niveau du secteur extracellulaire. Je vais m'expliquer avec le fameux schéma. Hein? Très bien. Donc, le fameux schéma, on retient. Donc, pour expliquer la déshydratation intracellulaire, la déshydratation intracellulaire, hein, la déshydratation intracellulaire, qu'est-ce qu'on avait dit? Donc, il n'y a pas de perte au niveau du secteur extracellulaire. Donc, pas de perte. Pas de perte lors d'une déshydratation intracellulaire. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir le phénomène suivant. C'est l'augmentation de l'osmolarité
du milieu extracellulaire ou du secteur extracellulaire. Et vous vous souvenez que l'osmolalité du secteur extracellulaire, elle était sous la dépendance de quoi? Du sodium. D'accord? Donc, lors d'une déshydratation intracellulaire, nous avons une augmentation du sodium au niveau du secteur extracellulaire. C'est ce qu'on appelle une hypernatrémie. Une hypernatrémie. Mais dans ce cas, c'est du sodium qui a été rajouté. C'est du sodium qui a été rajouté. Et non pas suite à une perte en eau. Donc, c'est un rajout. C'est un surplus de sodium. Et on va voir quelles sont les étiologies susceptibles de cette hypernatrémie. C'est pour cette raison qu'on a parlé de hyperosmolarité du secteur extracellulaire sans perte de son volume, sans réduction de son volume. Et qu'est-ce qu'il va y avoir? Plus de sodium, l'osmolarité va augmenter, et donc le secteur intracellulaire va devenir moins osmolaire par rapport au secteur extracellulaire. L'eau va passer du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. C'est ce qu'on va appeler une déshydratation intracellulaire. Une déshydratation intracellulaire. Troisième phénomène, toujours sur le plan d'une déshydratation clinique, c'est ce qu'on appelle les déshydratations globales. Les déshydratations globales. Donc, troisièmement, c'est les déshydratations globales. Alors, par quoi? Elles se traduisent par une perte en eau des deux secteurs. D'accord? Des deux secteurs. Donc, c'est une déshydratation avec réduction de la taille du milieu intracellulaire et du milieu extracellulaire. Donc, les deux secteurs hydriques vont être intéressés par cette déshydratation. Elles font suite à quoi? C'est la conséquence d'une réduction de la taille du secteur extracellulaire associée à une hyperosmolarité de ce secteur qui entraîne un appel d'eau. De quoi? Un appel d'eau depuis le secteur intracellulaire et donc une diminution de son volume d'eau. C'est ce qu'on a vu lorsqu'on a abordé les problèmes d'hypertonicité avec réduction du volume. Voilà donc les trois phénomènes très importants à comprendre et qui vont être la base de la compréhension de tous les phénomènes de déshydratation qu'on va étudier. Donc, la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va essayer de donner pour chaque type de déshydratation des exemples les plus fréquents qu'on rencontre en médecine vétérinaire. Donc, la pathologie et la déshydratation qui correspond avec éventuellement le phénomène physiopathologique qui la caractérise. Je vous remercie. N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous les posez au niveau des commentaires. Abonnez-vous pour recevoir les nouveautés et surtout les j'aime. Merci.